invitée est psychologue clinicienne et psychothérapeute Marie-Estelle Dupont. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages à succès, mais le dernier qui a retenu mon attention, c'est 5 ans, jour pour jour, après l'irruption du Covid dans notre vie, être parent en temps de crise. Et vous faites dans cet ouvrage un bilan inédit de l'impact psychologique et social des années Covid sur les familles et sur la jeunesse. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs tout d'abord le double constat qui vous a amené à rédiger cet ouvrage dont le sous-titre est « Comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants ». Vaste programme. Oui, merci de votre question. Eh bien, en réalité, cet ouvrage est né d'un double constat, comme vous le dites. Le premier, c'est qu'il y a une vague pédopsychiatrique extrêmement importante qu'on a constatée à partir de février 2021. Mais en réalité, quand le premier confinement a été déclaré, mon inquiétude de clinicienne qui a très vite été confirmé dans les cabinets en ville et puis dans les services de pédopsychiatrie, c'est que les enfants, les mineurs allaient être frappés de plein fouet, à la fois par l'anxiété et les dépressions générées chez leurs parents et par les changements de repères dans leur vie quotidienne, les fermetures de classe, etc. Et toutes les modifications de protocoles d'accueil dans les écoles, même si en France, on a peu fermé les écoles. Bien évidemment, ce constat clinique, il est corroboré 5 ans après par des chiffres. Malheureusement, quand on a les chiffres, c'est que le mal est fait. Et donc, on a des chiffres de consommation de psychotropes qui sont multipliés par 2 chez les jeunes. On a une augmentation pendant l'hiver, le deuxième hiver du Covid, de 600% des hospitalisations à Necker. Enfin, vraiment des chiffres qui sont très préoccupants sur la jeunesse, avec des jeunes, comme je le disais il y a 4 ans dans le Figaro, qui seront de plus en plus déprimés et de plus en plus violents. Malheureusement, l'actualité nous donne tous les jours des confirmations de cette violence qui augmente chez les mineurs et entre les mineurs. Je ne fais pas le procès de ne pas avoir indiqué cela à vos lecteurs. Vous le dites d'ailleurs, vous l'avez écrit, dit ici aussi. Mais est-ce que vous considérez que l'on a par ailleurs sous-estimé les conséquences psychologiques de la crise sanitaire sur les enfants ou les adolescents ? Est-ce que vous diriez qu'on l'a sous-estimé ? Oui, et surtout, on les a acceptés très tard. Et le deuxième constat, pour finir sur votre première question, c'était que je constatais en même temps que ces dégâts, je constatais une confiscation croissante de l'autorité parentale, puisqu'on a joué à saute-mouton, en fait, avec l'autorité des parents, notamment le 28 juillet, quand on a considéré que les adolescents pouvaient être injectés avec l'accord d'un seul parent. On a finalement attisé des tensions et des difficultés dans des familles où il pouvait déjà y avoir, dans les singularités de chaque foyer, des difficultés, des divorces, etc., etc. Donc, partant de ce double constat, effectivement, j'ai pu voir que les chiffres corroboraient ce qu'on voyait dans nos cabinets, que les jeunes allaient très mal, qu'il y avait des dépressions, 52% quand même des jeunes qui veulent arrêter leurs études pendant le premier hiver, et puis des passages à l'acte de plus en plus importants, de plus en plus jeunes, qui... Même si aujourd'hui le Premier ministre nous dit que la santé mentale est une cause et une urgence nationale, finalement nous laisse assez démunis parce que l'état de la psychiatrie en France est tellement désastreux. On a tellement peu de professeurs de pédopsychiatrie. Sur des bassins de 400 000 habitants, on n'a parfois que 7 lits de pédopsychiatrie. Donc quand un jeune arrive aux urgences avec des scarifications et des idées suicidaires, à part lui donner des molécules et le renvoyer chez lui, on ne peut plus faire grand-chose. Et donc il y a eu ce cocktail explosif entre des mesures qui ont énormément, Christelle Gralegan le disait au CHU de Nantes, elle disait en fait les jeunes sont plus morts et ont plus souffert des mesures liées à la gestion du Covid que de la maladie qui n'était pas du tout létale pour les jeunes. Donc ceci associé à la dégradation de l'hôpital et notamment de la psychiatrie, évidemment aujourd'hui on a une jeunesse qui ne va pas bien et qui ne va pas bien parce que elle trouve peu de support d'espérance dans le paysage. On ne leur parle que de crise. Moi, j'ai 42 ans, je n'entends parler que de crise depuis que je suis née. Marie-Estelle, on y reviendra sur cette notion-là. Est-ce que vous considérez qu'il y a eu plusieurs traumas successifs, dont le premier trauma initial, c'est le 16 mars 2020, la fermeture du pays, et vous dites que c'est une scène dont découlera une réorganisation désorganisante. Au-delà du propos professionnel, qu'est-ce que cela veut dire dans votre esprit ? Alors en fait, ça veut dire que le traumatisme, c'est ce qui fait effraction, que ce soit un traumatisme physique ou un traumatisme psychique, qu'il soit personnel ou qu'il soit collectif. Il va y avoir un trauma, c'est-à-dire une effraction de tous les repères qui volent en éclats dans l'organisation de nos vies au quotidien. Rappelez-vous, les restaurateurs avaient eu 4 heures pour mettre leur personnel dehors et vider les congélateurs. Et donc les jeunes se retrouvent avec des repères qui ont complètement volé en éclats. Donc ils ne peuvent
plus avoir le sentiment à minima de contrôler leur existence, et à quoi on va ajouter une sidération par la peur et une injonction paradoxale très violente où en fait on leur dit pour être un bon citoyen, tu dois renoncer à tous tes besoins, c'est-à-dire ne sors pas de chez toi, reste chez papa et maman ou dans ta chambre derrière un ordinateur, ne pose pas de questions à tes profs, ne fais pas de sport, n'aie pas d'interaction sociale. C'est-à-dire que tous ces éléments qui sont indispensables pour que le développement et la maturité du jeune adulte se fassent convenablement, hein, le cerveau est immature jusqu'à 24 ans sur le plan neurologique, ça va voler en éclats. Donc on va les mettre dans une situation impossible où pour être de bons citoyens, ils doivent régresser finalement sur le plan psychique. Et ça fait trauma. Ça fait trauma, c'est-à-dire que ça submerge leur capacité d'adaptation. Tant qu'on peut s'adapter, il n'y a pas de trauma quand on passe un examen, on est stressé, mais on s'adapte, on se mobilise, et puis ensuite le stress redescend. Quand vous êtes submergé dans vos capacités d'adaptation, il y a trauma. Et le problème du trauma, c'est que ça incite à se dissocier. C'est-à-dire que ce sont des jeunes un peu zombifiés, qui vont se couper de leurs besoins, qui vont même pas être en colère, qui vont dire j'ai plus envie de rien. Donc il y a une anédonie, il y a une apathie, il y a plus beaucoup de parents me disent mais il reste enfermé, il a plus envie de rien, il a plus de goût à rien alors qu'il était passionné. Et donc c'est une sorte de repli sur soi, qui est assez préoccupant parce que c'est un âge où normalement on construit sa vie grâce à un élan vital très important. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a trauma. Les parents eux-mêmes ont été dans un état de sidération, il faut aussi évoquer les parents. Est-ce que vous pensez qu'ils ont été, alors du coup, en situation d'identifier chez leurs enfants les signes de souffrance ? Leur propre souffrance. Alors, ce que je dis dans le livre, ne les aura pas échappé. Ce que je dis dans le livre, c'est que déjà, si les parents eux-mêmes ne sont pas en capacité d'identifier qu'il y a un trauma collectif, qu'il y a un viol des besoins psychiques de l'individu. Enfin, on a quand même, à un moment donné, cessé quasiment d'enterrer nos morts. Enfin, on ne pouvait pas faire des enterrements, on ne pouvait pas aller voir les malades en phase terminale à l'hôpital. Moi, j'ai un patient qui n'a pas pu enterrer son fils de 20 ans. Donc, on a eu des situations quand même assez déshumanisantes, que ce soit dans les EHPAD, dans les crèches, etc., où les petits ne voyaient pas le visage des adultes qui s'occupaient d'eux. Et donc, si les parents se sont tellement suradaptés qu'ils n'ont pas identifié qu'il y avait quelque chose d'anormal, ils n'ont pas pu faire rempart à la maison et permettre aux enfants de prendre du recul et de faire la part entre l'interdit qui est structurant et l'interdit qui est infantilisant et qui est une coercition qui déstructure. C'est pour ça que je dis qu'il y a une désorganisation réorganisante. On s'est désorganisé par rapport aux axes des interdits humains fondamentaux de la société. On a changé le contrat social et on s'est réorganisé par rapport à des choses qui étaient en torsion avec les besoins fondamentaux d'un être humain, en particulier des plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées et les tout-petits. Être parent en temps de crise, c'est la question plus générale qui se pose pour toute crise d'ailleurs, hein, ou toute crise à venir, nouvelle. C'est comment gérer les angoisses des enfants sans leur transmettre ses propres peurs en tant que parents. Vaste question, mais une question qui nous intéresse tous. Oui, bien sûr, mais je crois que particulièrement dans un monde qui n'a de narratif quand même que de crise, puisqu'on ne nous parle que de ça, c'est l'urgence climatique et c'est l'urgence géopolitique et c'est l'urgence sanitaire, c'est tout le temps l'urgence. L'urgence, elle est, je vais vous le dire un peu grossièrement, l'urgence, elle est psychopathe, parce que l'urgence, elle empêche de penser. Et donc, ce que nous, les parents, nous pouvons faire, bien sûr que nous avons des inquiétudes, et j'ai presque envie de vous dire, si on est inquiet, c'est qu'on n'est pas dans le déni, c'est aider nos enfants à élaborer. Voilà, il est urgent de se poser pour penser. Qu'est-ce que ça te fait ? Qu'est-ce que tu aurais fait ? Et nos enfants et nos ados, ils pensent des choses et ils ont des idées. Donc, qu'est-ce que ça te fait ? Est-ce que ça te semble juste ? Est-ce que ça te semble injuste ? Qu'est-ce que tu aurais fait à la place d'eux ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Pour les aider à retrouver de l'esprit critique, de l'espace intérieur pour penser, parce qu'on est angoissé quand on est comprimé à l'intérieur. Si déjà on peut penser les choses et dire « ça me convient pas, ça me convient », on se décale par rapport à son angoisse, on la subit moins. Donc, les aider à exercer leur discernement, à argumenter. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, mais par contre, je veux que tu saches pourquoi tu penses ce que tu me dis. Et vraiment restaurer cette capacité à élaborer les choses dans un monde qui est en train de régresser vers une non-pensée, une idéologie très binaire, où en fait c'est soit t'es pour, soit t'es contre, il n'y a pas de possibilité de nuance. Donc, je crois que restaurer de la capacité à nuancer, comme on faisait nous à notre époque au lycée avec thèse, antithèse, synthèse, c'est déjà une très grande immunité psychique pour nos enfants. Et puis aussi le ressort de l'humour. Pouvoir rire des situations qui sont absurdes, c'est une grande protection contre l'angoisse. Moi, j'en ai eu des exemples pendant le confinement avec mon fils aîné qui faisait des sketchs à partir
de ce qu'il entendait en fait dans son environnement extérieur autour du Covid. Vous évoquez aussi la notion de parents ancrés et conscients. La reconstruction psychologique passe par le retour de rituels familiaux. Voilà bien quelque chose de réactionnaire, Marie-Estelle Dupont, non ? Réactionnaire au sens littéral du terme, c'est-à-dire je suis en réaction par rapport à ce qu'on est en train d'imposer comme mode de vie extrêmement uniformisant. Et je crois que l'ancrage de la famille dans laquelle on vit, bien sûr, j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle L'Antimère, donc je suis bien placée pour savoir que la famille est capable du meilleur comme du pire, et quand c'est le pire, c'est terrible. Mais l'ancrage familial, le fait de prendre ses repas ensemble, de se regarder dans les yeux et de redonner des murs à la maison, c'est-à-dire qu'à la maison, on n'est pas sur Twitter à table, on n'allume pas la télé, on n'allume pas la radio, on est entre nous, on se parle, on joue, on plaisante. C'est beaucoup plus qu'on ne pense pour nos enfants. Ça paraît des choses idiotes, mais mine de rien, dans nos modes de vie modernes qui vont à 100 à l'heure, beaucoup de parents ne prennent plus le temps de le faire. Et en réalité, les ados qui vont le mieux sont des ados qui ont des parents quand même extrêmement fermes sur l'accès au réseau, qui lisent, parce que le livre vous donne des références historiques et philosophiques par rapport à ce qui est en train de se passer, et forcément des parents qui n'ont pas lu, n'identifient pas le totalitarisme à l'œuvre. Et puis qui se parlent. Marie-Estelle Dupont va vous dire que ça, c'est un point de vue de riche. Pas du tout. Pas du tout, et c'est extrêmement désobligeant vis-à-vis de familles très modestes que je connais qui se battent pour maintenir ce lien familial malgré des séparations, des divorces, etc., mais qui parlent à leurs enfants. Et à contrario, dans les beaux quartiers, des gens très diplômés, des avocats qui gagnent très très bien leur vie, vous allez chez eux, il n'y a pas de livres, il n'y a que des BD, et leurs enfants sont sur des tablettes quand ils mangent tout seuls parce que les parents rentrent tard. Donc je crois que la précarité psychique n'est pas exactement superposable avec la précarité matérielle, et qu'il y a des familles absolument remarquables avec peu d'argent et à contrario des gens très négligents qui presque utiliseraient l'argent comme une compensation pour pas passer tellement de temps avec leurs enfants. Rétablir des règles, des normes, des repères, oui, l'autorité, mais parce que l'ordre. Je crois que le Covid, c'est ce que je dis dans le livre, la possibilité qu'il y ait autant d'interdits de coercition infantilisante et rabaissante comme ces profs qui scotchaient le masque sur le nez des élèves et toutes ces horreurs qu'on a vues dans les cours d'école, n'ont été possibles que parce que l'étape précédente dans nos sociétés, c'est qu'il y a eu une surémancipation. On a dit il est interdit d'interdire, il faut jouir sans entrave. Donc on a fait voler en éclats tous les interdits. Or, l'être humain ne peut pas vivre sans des interdits. Et donc, quelque part, l'étape d'après a été une immense docilité. Une fois qu'on avait surfé sur ce désir de jouir sans entrave, il était très facile d'asservir la population en lui disant « si tu veux jouir à nouveau, obéis ». Et donc, on a une forme d'esclavage moderne que la technologie a rendue extrêmement performante, puisqu'il n'y a même pas besoin de policiers pour contrôler les gens. En fait, vos téléphones vous surveillent. Et on a surfé sur ce désir de plaisir à court terme, qui fait que du coup on est prêt à accepter n'importe quoi pour ne pas revivre le pire du confinement. Vous parliez de l'école à l'instant, elle doit jouer un rôle important dans ce moment-là, dans ce type de crise pour la reconstruction psychologique des enfants. Et là, c'est vrai que vous le dites dans l'ouvrage, pendant la période Covid, l'école n'a joué aucun rôle. Même, vous le disiez à l'instant, elle a même pu ajouter un traumatisme, celui des enseignants, qui pouvait s'ajouter à tout le reste. Oui, et là, alors, c'est comme dans toute la population, on a vu de tout. Et moi, j'ai vraiment eu des enseignants en larmes dans mon bureau qui étaient désolés de ce qui se passait et qui faisaient de leur mieux. Mais effectivement, normalement, l'école est un sanctuaire. C'est un lieu d'instruction, pas d'éducation. D'instruction. D'ailleurs, dans certains pays, c'est un ministère de l'instruction, pas de l'éducation. Et c'est un sanctuaire où, normalement, le contrat, c'est que les parents sont supposés mettre des enfants en état d'apprendre, donc à peu près éduqués. Et les professeurs enseignent et instruisent en laissant à l'extérieur la politique, l'idéologie, la religion, etc., etc. Et on a bien vu ce glissement où finalement le prof devenait dans la cour de l'école une espèce de médecin policier disant attention, les gestes barrières, etc., etc. Donc il y avait une porosité dans des murs de l'école où les enfants avaient peur. Et un enfant ne peut pas apprendre dans la peur. Un enfant qui est terrorisé, son cerveau est noyé sous le cortisol et les hormones de stress, et donc il ne peut pas apprendre convenablement. Donc on a effracté ce sanctuaire qu'était l'école, bien entendu, mais ça a été le cas avec le Covid. Malheureusement, aujourd'hui, on voit bien que l'école n'est plus imperméable à toutes sortes d'idéologies qui n'ont pas leur place. L'école est là, normalement, pour donner les apprentissages fondamentaux qui vont permettre de raisonner
Et certainement pas de faire apprendre la liturgie d'une quelconque idéologie, quelle qu'elle soit. Je vais vous poser une dernière question sur ce sujet-là, et j'invite bien sûr les téléspectateurs à suivre ce livre « Être parent en temps de crise » qui est en vente sur la boutique de TVL, sur le site tvl.fr. Est-ce que vous avez pu intégrer dans votre réflexion, je suis sûr que vous l'avez fait, mais que les jeunes générations peuvent être peut-être plus résilientes, moins fragiles que les générations précédentes sur des questions touchant à des crises. Ils vivent au milieu du Covid il y a 5 ans, au milieu du réchauffement climatique, de la possible 3e guerre mondiale qu'on leur resserre tous les matins. Peut-être qu'ils se forment une carapace et qu'ils sont capables aujourd'hui d'être plus résilients que vous le fûtes ou que je le fus. Alors attention avec l'usage du terme résilient. On a malheureusement dans les profils traumatisés, de gens traumatisés, on peut parfois penser, et c'est pour ça que je redonne la liste des symptômes qui permettent d'identifier un enfant qui va mal selon sa tranche d'âge ou un ado qui va mal. Il ne faut pas confondre la résilience et la suradaptation. C'est pas parce que, et on en a entendu quand même de très mauvaise foi sur les plateaux télé dire non mais ils vont très bien, ils se plaignent pas du masque à l'école, qu'il n'y avait pas de dégâts, des retards de parole, des enfants qui décrochaient parce que c'était impossible de se concentrer. Et en apparence, ils étaient résilients, ils ne se plaignaient pas. Mais c'est pas parce qu'il y a apparemment pas de symptômes que l'enfant est résilient, c'est-à-dire qu'il comprend. Être résilient, c'est faire quelque chose, choisir ce que l'on fait de ce qu'on a subi, c'est-à-dire prendre conscience qu'on a vécu quelque chose d'anormal et en tirer quelque chose. Et aujourd'hui, on a des jeunes en colère, on a des jeunes déprimés très médiqués, on a des jeunes assez perdus dans le sens qu'ils veulent donner à leur existence parce qu'ils se sentent un peu impuissants face à toutes les catastrophes qu'on leur annonce en série. On a des jeunes du coup qui se réfugient dans la carapace du militantisme. Ah mais si on fait ça, ça va être magique, ça va résoudre tel problème, que ce soit l'écologie, la guerre, etc. etc. Évidemment qu'il y a des jeunes résilients. C'est ceux qui ont des ressources affectives et intellectuelles et qui ont un imaginaire riche. Mais il ne faut pas confondre la résilience et la suradaptation. Et beaucoup sont en fait simplement en suradaptation mais complètement résignés. D'ailleurs, ils le disent, on veut pas de gosses, le monde est foutu, etc., etc. À 20 ans, vous et moi, on se disait pas le monde est foutu. Hein. On se disait le monde va nous appartenir. Mes parents avaient connu la Seconde Guerre mondiale, ils avaient vécu leur jeunesse dans la Seconde Guerre mondiale, ils en étaient sortis, alors que c'était un traumatisme d'une puissance inouïe. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a cette capacité d'adaptation alors ? Mais en fait, l'homme est infiniment capable de s'adapter. Ce qui est préoccupant, c'est qu'après le choc du Covid, on leur a remis, on leur a fait peser très violemment cette angoisse de la guerre en Ukraine. C'est pour ça que je dis protégez quand même vos enfants de la télé et des réseaux, parce que les informations sont très anxiogènes. Et puis, la crise climatique, etc. Et donc, il faut faire attention à leur laisser le temps et l'espace pour que leur imaginaire puisse se développer. Parce qu'on ne va pas trouver de réponse avec des robots, on va trouver des réponses avec des gens qui ont de l'imagination. Donc s'il y a des crises, il faut laisser aux jeunes la possibilité de connecter leur créativité, leur imaginaire, et donc leur donner une espérance, leur dire, mais en fait, c'est bien sûr qu'on va vous laisser des chantiers pas résolus, mais c'est vous aussi qui allez inventer les solutions, comme finalement nos grands-mères ont trouvé des solutions après la guerre et à la fin de la guerre pour aller à nouveau de l'avant, etc., etc. Mais il ne faut pas leur couper les ailes. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce n'est pas la difficulté qui brise l'être humain. L'être humain, il est fait pour résoudre des problèmes. C'est la perte de sens et c'est la perte de contrôle. Donc on ne doit pas les déposséder en leur imposant en permanence des restrictions de liberté et des idéologies et du prêt-à-penser, leur propre créativité. C'est ça qui est inquiétant. Ce n'est pas la difficulté. La difficulté, finalement, ça forge des gens forts, qui ont du caractère. Vous avez annoncé depuis 5 ans les effets que vous dénoncez aujourd'hui et qui semblent corroborés par les chiffres. Vous avez été un peu seul dans ce combat-là. Aujourd'hui, d'autres journaux, d'autres quotidiens, d'autres personnalités vous ont rejoint ? C'est-à-dire que quand je suis arrivée dans les médias, d'abord, il n'y avait jamais eu vraiment la présence de psy dans les médias. Donc j'ai tiré très vite la sonnette d'alarme parce qu'évidemment, je voyais dans mon cabinet les dégâts que ça faisait. Au début, évidemment, les journalistes disaient « mais vous exagérez, vous êtes sentimentaliste, c'est du prêchi-prêcha, vous êtes une alarmiste. De toute façon, si vous contredisez le gouvernement, vous allez inquiéter encore plus les gens. » Bon. Et puis évidemment, les chiffres
statistiques, mais on est dans une époque qui est régie par les algorithmes, donc la parole n'a pas de valeur, l'observation clinique n'a pas de valeur, il faut des stats. Et quand les stats ont confirmé que le mal était fait, effectivement, tous les journaux ont dit il y a beaucoup plus de scarifications, beaucoup plus de suicides, les jeunes femmes vont très mal, etc., etc. Là, le monde diplomatique a sorti ce week-end un dossier sur le fait que les gouvernements ne s'étaient jamais remis en question sur les dégâts liés au choix qui avait été fait pour gérer le Covid. Après, c'est notre rôle d'être des lanceurs d'alerte, chacun dans nos spécialités. Moi, je fais ce métier, donc j'ai dit ce que je voyais. Aujourd'hui, malheureusement, je ne me suis pas trompée, j'aurais préféré me tromper. Ça ne veut pas dire que la partie est perdue, mais il va falloir des choix extrêmement courageux sur le fait d'abord de relever le niveau de l'instruction, parce que plus des jeunes sont instruits, mieux ils vont. L'instruction, ça va de pair aussi avec une prévention de la dépression. Et puis que les familles se retroussent les manches et ne se laissent pas confisquer leur autorité parentale. Jusqu'à nouvel ordre, même divorcé, on peut co-éduquer un enfant, c'est tout à fait possible et il faut le faire parce qu'on est leur dernier rempart. Vous êtes lanceur d'alerte, c'est le terme que vous avez utilisé, lanceuse d'alerte si vous préférez. Vous ne vous êtes pas trompé et à l'aune de ces deux notions, lanceur d'alerte et je ne me suis pas trompé, vous lancez un nouvel appel. Aux Français, vous l'avez fait à travers une chronique qui a fait du bruit dans le JDD, le journal du dimanche, et vous le faites sur les naissances par GPA. Vous dites que c'est une exploitation humaine avec une imposture de consentement. Est-ce qu'on est capable de vous écouter sur ce domaine-là ? Là aussi, sur ce sujet-là. Oui, je pense qu'à l'échelle... Là, il y a quand même... Olivia Morel est quand même ambassadrice de la déclaration de Casablanca. Il y a quand même un mouvement qui se crée à l'échelle internationale pour abolir cette traite d'êtres humains, puisqu'on parle bien de location d'utérus et de vente d'enfants. Donc, ça n'est ni plus ni moins de la traite d'êtres humains. Donc, je pense que beaucoup de gens se mobilisent de tous ports. Ça n'a rien à voir avec des étiquettes politiques. C'est aussi bien un combat pour la gauche que pour la droite, puisqu'il s'agit de dignité, en fait, d'être humain. Je crois qu'on nous a servi des sucreries médiatiques par démagogie, en nous racontant des belles histoires. J'ai envie de vous dire, on s'en fiche des belles histoires, on s'en fiche du consentement, puisqu'il n'y a pas lieu de donner un consentement à vendre. Vous ne pouvez pas évacuer ça, parce que les sucreries, c'est en fait qu'il y a de l'amour. C'est ça, quand même. C'est que quand on vient, les parents qui ont des enfants nés par GPA vous disent, cet amour, il existe, et qu'il existe aussi profondément que l'amour que vous pouvez porter à vos enfants. Ils ne sont pas nés par GPA. Oui, sauf que... Ça, c'est pas une sucrerie. Sauf qu'il existe quelque chose qui s'appelle l'éthique. Et que, même au nom de l'amour, il n'est pas possible, quels que soient les montages juridiques que vous allez essayer de faire et les impostures sémantiques que vous allez mettre en place, il n'est pas possible d'acheter un être humain, ni de louer une partie de son corps. Il n'est pas possible pour un juriste de soutenir qu'un contrat de travail est acceptable quand on met à disposition pendant 9 mois, jour et nuit, le corps, la sexualité, l'alimentation et les déplacements d'une femme. Ça n'est pas soutenable. Aucun médecin ne pourra vous dire que la GPA est un traitement contre la stérilité. La GPA est une manipulation technique. Oui, c'est une pratique. Ça n'est en aucun cas un traitement, ça n'est pas de la médecine. Et aucune mère ne pourra vous dire qu'il n'y a pas là une fragmentation absolue du lien de filiation, puisque vous avez parfois la donneuse d'ovocytes, la mère porteuse, la mère d'intention, c'est-à-dire l'impossibilité pour l'enfant à naître de dessiner son arbre généalogique. Donc on est en train de briser, on brise l'être humain, voilà, on le casse. On le casse, on le hache menu en petits morceaux. Il ne sait pas d'où il vient, donc il ne sait pas où il va. C'est ce qu'a raconté Olivia Morel ici, à votre place, il y a quelques semaines. Bien sûr, et j'étais avec elle en plateau à Sud Radio et à CNews pour expliquer que justement, l'utérus d'une femme n'est pas un Airbnb. Donc la question du consentement, c'est un tour de passe-passe extrêmement pervers. Dans les définitions juridiques, un contrat repose sur un consentement et sur la liberté. Mais justement, elle restreint la liberté de sorte que personne ne puisse consentir à renoncer à des libertés fondamentales. Donc à la limite, on ne le demande même pas, le consentement. On n'a pas à renoncer à la dignité. On ne peut pas louer une partie de son corps. Ça n'est pas possible. Les femmes qui sont des surrogates, donc des mères porteuses, ne sont jamais des femmes qui sont dans des situations de sécurité et de confort psychique et matériel. Vous verrez jamais une avocate des Beaux-Quartiers de Paris louer son ventre pour autrui. Bien sûr que non, c'est de la traite d'êtres humains. Ce sont des femmes qui encourent des risques obstétricaux très importants, parce qu'il y a 30 à 40% de complications obstétricales de plus que dans une grossesse normale.
a fortiori quand on implante en fait des ovocytes, puisque la grossesse est une exception immunitaire et que c'est un état dans lequel on va tolérer un corps étranger pour la survie de l'espèce. Mais quand on met les ovocytes de quelqu'un d'autre dans un utérus, il y a des complications obstétricales, très souvent, des prééclampsies, des AVC, c'est-à-dire des pathologies que la médecine moderne, la vraie médecine, avait supprimé quasiment complètement. Donc pour moi, à cet endroit de la GPA, ce qui se nomme progressisme n'est ni plus ni moins un obscurantisme qui renie toutes les découvertes qu'on a fait depuis 60 ans sur les échanges entre la mère et l'embryon. On sait que la voix de la mère va stimuler le cerveau de l'enfant beaucoup plus que n'importe quelle voix, non seulement pendant les premières semaines, mais jusqu'à l'âge de 13 ans. On sait que les cellules du bébé vont pour certaines rester dans le corps de la mère pendant 27 ans et celles de la mère dans le corps du bébé pendant 27 ans. C'est-à-dire que l'embryologie, la pédiatrie, la neurologie ont fait des découvertes qui font tomber la possibilité même de la GPA. Le lien qui se crée pour la survie de l'espèce dans cette dyade mère-enfant, ils sont tellement puissants, tellement profonds, tellement prolongés pour assurer la sécurité du bébé et du nourrisson que c'est impossible de dire que de planifier d'arracher un enfant à la femme qui l'a porté est sans conséquence. Et évidemment, il y a des chiffres qu'on ne veut pas donner. Ce sont l'augmentation des suicides chez les femmes qui sont mères porteuses. Elles regrettent. C'est-à-dire, elles signent un contrat sur un événement non prédictible qui est la grossesse. Elles vivent cet attachement à l'enfant parce qu'on leur dit « tu dois faire de ton mieux, tu dois pas manger ci, tu dois pas manger ça ». Donc, elles sont contrôlées. Donc, elles se surinvestissent pour ce bébé. Et dans le même temps, on leur dit surtout tu ne t'y attaches pas. Et beaucoup, quand elles remettent l'enfant, le regrettent, pleurent, se font avoir parce qu'on avait dit qu'on garderait des liens et finalement leur nom est effacé de la vie de l'enfant à naître. Donc l'enfant à naître ne saura jamais qui est sa mère biologique. Donc en fait, ce sont des horreurs absolument glauquissimes dont on essaye de vous sortir des sucreries médiatiques. Voilà. Comment conserver l'équilibre psychique de nos enfants, comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants. En tout cas, merci beaucoup Marie-Estelle Dupont et je réinvite nos téléspectateurs à découvrir cet ouvrage « Être parent en temps de crise ». Il y a beaucoup de choses à apprendre pour les uns et pour les autres. Merci à vous. Merci.